Messieurs, dames, bonjour. En c'est Swana. Mais oui, nous connaissons nous. On voulait beaucoup compter avec les autres à une émission tout neuf. Non, c'est Jou Ka Ouvert. Parce que nous vivons d'autres gens. Et c'est nous-mêmes, petit à pays là. Jou Ka Ouvert, c'est chaque lundi, nouvelle Tap Zip. Chaque mercredi, parole en nous. Et chaque vendredi, causer en nous avec un invité. Écoutez les ovlés, les opés. Vous comptez dans les commentaires avec l'honneur et respect. En nous aller, Jou Ka Ouvert. Parole pour Kabéché. Bonjour mesdames. Bonjour. Bon, alors, on fait des beaux comptages d'ouvrant derrière, enfin, enragés, comme dirait l'autre. Et en fait, on a l'occasion, toutes les trois, de discuter de différents textes, de différentes informations qu'on voit passer. On s'énerve des fois en se disant, mais Caillou qu'a raconté là. Après, des fois, l'une appelle l'autre en disant, mais j'ai vu tel truc, là, j'ai compris ça. Est-ce que tu as compris pareil? Est-ce que tu as compris la même chose? Et comme chacune a un niveau différent de connaissances techniques, de connaissances administratives, de compréhension aussi, et puis on a chacune un environnement différent. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, indépendamment de Jou Ka Ouvert, on discute entre nous. Et j'ai eu, voilà, comme vous le savez, de par mon appartenance en tant que membre du Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes, j'ai eu donc un communiqué de presse qui parlait justement de directives européennes qui confirmait des choses assez curieuses. Donc, du coup, j'ai dit, mais je ne comprends pas le communiqué. J'en ai un petit peu discuté avec les uns et les autres. Et du coup, on en a discuté toutes les trois. Et je disais, mais je n'ai pas bien compris de quoi il s'agit. Et finalement, je me suis dit, mais autant en faire profiter nos auditeurs et nos auditrices, nos internautes, puisque maintenant, c'est comme ça que le truc se fait, et de parler un petit peu de cette directive. Alors, laquelle d'entre vous voudrait nous dire déjà de quoi il s'agit, de quel texte il s'agit et de quoi ça parle? Je veux bien, parce que je me suis effectivement, comme on en avait parlé tout à l'heure, on en a discuté déjà, je m'étais déjà penchée sur cette question, parce que je l'avais vu circuler un peu dans la presse. Oui, et puis après on se l'est échangé, donc du coup on a bêché dessus. Et donc, en fait, ça part d'une question prioritaire qui a été faite par une députée européenne qui s'appelle Madame Michèle Rivasi, c'est une députée française. Je ne sais même plus de quel groupe, mais bon, ce n'est pas important. Et je crois que c'est les Verts. Je crois que c'est les Verts. Ouais. Voilà, elle appartient aux Verts. Enfin, en tout cas, ce n'est pas la je ne sais pas quoi en marche. Hein. Non. Oui, voilà. C'est les Verts. C'est les Verts. Et donc, elle a posé, donc fin 2021, c'est relativement récent quand même, elle a posé une question prioritaire avec demande de réponse écrite, comme c'est possible de le faire, à la Commission européenne. Et elle posait des questions sur l'application du règlement UE au vaccin, alors d'un certain règlement UE au vaccin contre la COVID-19. Alors, donc dans sa question, la question est relativement bref, elle dit, d'après les données de décembre 2021, donc c'est à cette période-là qu'elle pose sa question, elle dit que d'après les données de décembre 2021 du site clinicaltrials.gov, des National Institute of Health des États-Unis, donc ce sont les instituts nationaux de santé des États-Unis, et elle se réfère donc au site Clinical Trial, qui est donc site d'études cliniques. En français, ça veut dire étudescliniques.gouv. Donc là, ça s'appelle gouvernemental.gov. Comment? Qui est un site gouvernemental. C'est un site gouvernemental. La date de fin de l'étude clinique estimée par, donc les phases 1, 2, 3, estimées par Pfizer, BioNTech pour le vaccin Comirnaty, est le 2 mai 2023. Et celle prévue pour le vaccin de Moderna, c'est le 27 octobre 2022. Et selon la même source, cette date est le 14 février 2023 pour le vaccin AstraZeneca et le 2 janvier 2023 pour le vaccin Janssen. Donc, elle dit, compte tenu du fait que ces vaccins en phase d'études cliniques sont sous autorisation conditionnelle de mise sur le marché dans l'Union européenne, la Commission peut-elle confirmer que les dispositions du règlement UE 536-2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
notamment en ce qui concerne le consentement éclairé, reste applicable aux 4 vaccins susmentionnés tant que les essais cliniques se poursuivent, même après une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, conformément au règlement CE 726-2004 du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne des médicaments. Donc ça, c'est la question très claire qu'on peut synthétiser en 2 phrases. Les vaccins actuellement sur le marché européen contre la COVID-19 sont en phase d'études cliniques. Oui, donc là, c'est bien confirmé. Oui, c'est sur le site des études cliniques. Je suis allée vérifier. Et pourtant, je t'interromps, et pourtant, on a entendu notre ministre de la maladie, ministre de la Santé, dire que non, et même notre ancienne directrice de l'ARS ici en Guadeloupe, affirmer que non, vous n'y connaissez rien, tous les essais cliniques sont terminés, même la phase 4. Oui. Ben, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est clair. Ils sont encore en phase 3 et les produits sont, les études cliniques se terminent, celui dont les études cliniques se terminent le plus tôt, c'est le Moderna qui se termine le 27 octobre 2022, c'est-à-dire cette année. En fin de cette année. Ces cliniques-là, ce sont les essais cliniques de phase 3 qui se terminent là en 2022. Oui, 1, 2 et 3. Et c'est à la 4 et si j'ai bien compris, c'est lorsque la phase 4 est terminée qu'à ce moment-là, on met sur le marché pour commencer à regarder comment ça marche en population générale. Tout à fait, tout à fait. Donc, en toute logique, elle dit que vu que ces vaccins sont en études cliniques, même s'ils sont sous autorisation conditionnelle, mais s'ils sont sous autorisation conditionnelle, c'est bien parce qu'ils sont encore en études cliniques, elle demande de confirmer que les dispositions prises par le règlement européen s'appliquent, notamment en ce qui concerne le consentement éclairé, puisque comme chacun sait ou chacun peut supposer de manière tout à fait logique, lorsqu'un produit est en études cliniques, on ne peut pas vous l'administrer si vous n'êtes pas d'accord. C'est clair. Et non seulement on ne peut pas vous l'administrer si vous n'êtes pas d'accord, mais on ne peut pas vous l'administrer si vous n'avez pas un consentement éclairé, c'est-à-dire qu'on vous a donné tous les éléments de compréhension de l'acte que vous allez faire, des risques que vous courez, avant que vous ne donniez votre avis, votre accord pour faire cette injection. On ne peut pas vous interdire de faire l'injection. Mais par contre, vous ne pouvez pas dire que c'est interdit, mais par contre, vous devez donner votre consentement éclairé. Donc, non seulement il faut vous demander votre avis, il faut que vous soyez d'accord, mais en plus, il faut que vous soyez d'accord sur une base, je dirais, honnête et transparente. Absolument. Est-ce que tu veux intervenir par rapport au fait qu'il est bien précisé le consentement éclairé? Quel est ton regard par rapport à cette phrase sur le consentement éclairé? Ben, le consentement éclairé est déjà opposé à l'obligation. Et puis, je vais laisser ma voisine répondre. Oui, en fait, le consentement éclairé, ça va tout à fait à l'encontre de tout ce qui est obligation et tout ce qui est obligation vaccinale, y compris pour les soignants. Un consentement éclairé, ça veut dire on sait déjà tout ce qu'on nous a déjà exposé, tout ce que le vaccin peut faire, comment il a été créé, ce qu'il y a dedans. Quand vous achetez un médicament, vous avez une notice qui vous donne la liste des ingrédients, les effets indésirables, à long terme, connus, pas connus, et éventuellement, quand vous avez un souci avec un vaccin, avec un médicament, on va préciser le médicament, vous avez aussi un suivi du médecin qui vous arrête en cas de problème. Apparemment, ici, en France, le premier vaccin qui a pu poser problème, en fait, le suivi des médecins a été nul. Parce qu'en fait, que vous avez un premier vaccin, vous avez des séquelles, vous avez un problème, on vous vaccine, on vous fait le deuxième vaccin parce que la loi vous oblige à être vacciné. Il n'y a pas de consentement éclairé, il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Ouais. Et la loi, voilà. Donc, en fait, il fallait... on nous a expliqué en France que le vaccin était sûr, que les phases cliniques étaient terminées, qu'en fait, on nous a raconté plein de bobards pendant toute cette période-là, alors qu'il est bien clair que ces vaccins-là sont toujours en phase clinique, ils sont toujours en essai et que les essais ne sont pas terminés. Et il y a une chose qui est très, très grave, c'est que quand un médicament est en essai, en fait, il faut remonter tous les problèmes de manière à pouvoir, en fait, les gérer. Et là, vous allez vous remonter un problème, vous remontez, on vous dit, c'est pas le vaccin. Je t'interromps, à condition d'arriver à trouver où est la porte avec la clé qui permet de dire j'ai un effet indésirable. Apparemment, c'est très compliqué. C'est très compliqué.
Non, mais en fait, il s'est balayé d'une main, c'est-à-dire qu'il n'essaye même pas d'en tenir compte en se disant, on va faire l'étude pour vérifier que c'est bien ça. Les autopsies n'ont pas été faites quand il y a eu des morts pour savoir si c'était ça. Alors, il y a des gens qui ont fait des autopsies en Allemagne. Il y a quelqu'un qui a fait une autopsie, il y a un médecin qui a fait une quinzaine d'autopsies et qui a trouvé des choses pas nettes, mais il l'a fait de son propre chef et sans être dans l'étude clinique. Ça veut dire que Pfizer, BioNTech et tous ces instituts, ils ne font aucune étude, ils ne font aucune remontée, ils ne font aucun test sur ça. Ils vendent le médicament et puis c'est tout. Parole pour Cabéché. Alors, il y a deux choses qui m'ont paru quand même assez troublantes de par ma profession de technicienne de laboratoire. La première chose, c'est que avant d'administrer ne serait-ce que la première dose, on ne fait même pas une sérologie pour savoir si le patient en question a déjà des anticorps ou pas. Et on y va, et on ne cherche pas à savoir si la personne n'est peut-être pas déjà protégée par ses propres anticorps. Comment est-ce que vous comprenez ça? Oui, il y a déjà ce problème-là. Il y a aussi le problème de comment on ne sait pas ce qu'il y a dans le médicament. On peut faire une allergie à un des composants et ce n'est pas vérifié. Il y a eu des cas de personnes qui s'étouffaient, des cas de personnes qui ont eu des convulsions. C'est qu'ils ont eu une réaction au médicament et la réaction était immédiate. Oui. Oui, on a vu des vidéos circuler comme ça, effectivement. Non, mais moi j'ai eu des cas. Moi j'ai un voisin qui a eu une crise cardiaque immédiate. Il est parti et là, malheureusement pour lui, il est décédé. Alors, je voudrais qu'on fasse une petite, parce que tout ça, c'est quand même assez lié, un petit regard sur ce que tu disais tout à l'heure concernant l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Il y a des personnes qui encore aujourd'hui se disent, mais conditionné à quoi? Tout à fait. Les conditions pour lesquelles on leur a donné en urgence l'autorisation de mettre ce produit sur le marché, elle est bien définie et bien encadrée. Qu'est-ce que c'est que ces conditions? Alors, effectivement, la Commission européenne, hein, le règlement européen autorise la mise sur le marché de médicaments à usage humain dans des conditions d'urgence, même lorsque la totalité des informations ou des retours sur le médicament, sur son efficacité comme sur ses effets secondaires, lorsque la totalité de ces informations n'est pas encore disponible. Parce que, évidemment, le produit est nouveau et qu'il est encore à l'étude. Donc, il y a un règlement, qui est le règlement numéro 507-2006 de la Commission européenne, qui réglemente l'autorisation de mise sur le marché conditionnel de médicaments à usage humain relevant du règlement CE 726-2004 du Parlement européen et du Conseil. Et donc, ce règlement prévoit que lorsque il y a des maladies, alors c'est généralement pour des maladies pour lesquelles il n'y a pas de, c'est pas généralement, c'est fort obligatoirement pour des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement connu. Les fameuses maladies orphelines, donc, entre autres. Voilà. Alors, les maladies orphelines ou des maladies pour lesquelles on estime qu'il n'y a pas de traitement disponible. Donc, pour ces maladies-là, et si ces maladies représentent un certain enjeu quand même de santé, à ce moment-là, on peut autoriser de manière conditionnelle des menaces pour la santé publique. C'est ça, des menaces pour la santé publique. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça va tuer, excuse-moi, c'est pas parce que ça va tuer 2 personnes, c'est parce que ça va se propager, voilà, ça menace sur la santé publique. De pandémie ou de voilà. Donc, à ce moment-là, il y a effectivement la possibilité, hein, et c'est très bien d'ailleurs dans certains cas, de mettre sur le marché des produits qui sont en phase d'étude, qui sont en cours de développement, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a un risque et parce qu'on considère que les bénéfices sont supérieurs aux risques. Exactement. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. D'ailleurs, c'est un élément important, quel que soit le médicament qu'on vous administre, hein. C'est la balance bénéfice-risque, la fameuse balance bénéfice-risque. La balance doit être du côté du bénéfice, c'est-à-dire qu'elle doit être plus élevée que les risques. Il y a toujours un risque à prendre un médicament, quel qu'il soit. De toute façon. Hein. De toute façon, un médicament, c'est un produit chimique, c'est un produit voilà, qui peut entraîner des réactions, donc il y a toujours un risque. Mais on doit pouvoir mettre en balance le bénéfice et le risque. Alors, donc, juste pour charpenter un petit peu cette affaire d'AMM conditionnel, ce que tu disais tout à l'heure est tout à fait exact, mais par contre, les médicaments que nous prenons actuellement, qui sont éprouvés depuis des années,
nous avons une notice et lorsque vous prenez ce médicament-là, vous lisez la notice. Et les effets secondaires, tout à fait. Et on voit les effets secondaires. C'est vrai que quand on lit les effets secondaires, on n'a plus trop envie de les prendre, mais bon, on vous dit quand même c'est un cas sur 10 000, un cas sur 100 000, un cas, voilà, mais on vous signale les effets secondaires auxquels vous vous exposez et on vous dit que s'il y en a un qui n'était pas signalé, voilà où il faut vous rendre. Voilà, exactement. Voilà. Et puis, si vous avez cet effet secondaire, arrêtez le médicament et allez voir votre médecin. Exactement. Voilà. Donc, ça suppose une prise en charge. Oui. Alors, s'agissant de la raison pour laquelle on peut mettre sur le marché des produits sous autorisation, sous AMM conditionnelle, il y a effectivement le risque pour la santé publique, mais il y a aussi ce que tu as signalé au début, les maladies orphelines, les maladies, ça peut ne pas concerner beaucoup de gens, mais concerner des personnes pour lesquelles il n'y a aucun traitement. Voilà. Donc, effectivement, ces personnes peuvent accepter de jouer les cobayes, mais elles prennent le risque parce qu'elles savent que de toute façon, au bout de leur maladie, c'est soit la mort, soit une invalidité tellement importante que c'est tout comme. Donc, elles prennent le risque, mais elles le prennent en connaissance de cause. Donc, c'est pas forcément… Là, on a le consentement éclairé. C'est ça qu'on appelle un consentement éclairé. Parole pour cabécher. Et le règlement européen, d'ailleurs, dit bien que si les données sur lesquelles repose un avis relatif à une autorisation de mise sur le marché conditionnel peuvent être moins complètes, le rapport bénéfice-risque, d'accord, doit être positif. Donc, c'est une condition de la mise sur le marché avec une AMM conditionnelle. C'est une condition, c'est écrit dans le règlement qui s'impose à tous les pays membres de l'UE. Il faut que le rapport bénéfice-risque doit être positif. Et ça vient de la directive 2001-83-CE. C'est pas récent, ça date de 2001. En outre, les bénéfices pour la santé publique, donc là on revient sur la santé publique, découlant de la disponibilité immédiate du médicament concerné sur le marché, doivent l'emporter sur le risque inhérent au fait que des données supplémentaires sont encore requises. On ne peut pas faire plus clair. Et oui. Et pourtant, on l'a bien piétiné, cette affaire-là. D'accord. Et il rajoute… Et il y a le petit C que tu as… Juste, le médicament répond à des besoins médicaux non satisfaits. Oui. C'est ça. Voilà, justement, je voulais mettre l'accent là-dessus parce que si on, d'ailleurs, dans les différents micro-trottoirs que j'ai faits, je disais, mais comment est-ce que vous avez su qu'il y avait une maladie mortelle et terriblement contagieuse qui se baladait dans le pays? La plupart des gens l'ont su par les médias. Donc, il me semble que dans mon quartier, en tétan l'ambulance qui a passé, en tétan et la pompe, enfin, j'aurais entendu le SAMU, les voitures de mort qui sont dans le quartier, que j'aurais su déjà qu'il y a au moins 10 personnes dans mon village qui sont tombées raides-morts. Ce n'est pas le cas. Et en fait, on nous dit que comment dirais-je, c'est non satisfait, de ce qui veut dire que cette maladie, qu'elle soit monoportée ou qu'elle soit en aérosol, donc dans l'air, on verrait les gens tomber comme des mouches. Et ce qui expliquerait que comme on n'a rien comme médicament qui empêche les gens de mourir autant, on prend de la bave de crapaud s'il le faut, même si on n'a pas fini les essais cliniques dessus. Or, il me semble que la mortalité est même inférieure à celle de la grippe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et pour, justement, je voulais enfoncer le clou, concernant justement, on va enfoncer le clou, allez, avec un bon marteau. Il y a 2 articles de ce règlement européen que je trouve particulièrement intéressants par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est l'article 4 qui dit « Lorsque des autorisations de mise sur le marché conditionnel sont accordées, elles doivent être limitées au cas où seule la partie clinique du dossier de demande est moins complète que ce qui est exigé normalement, des données précliniques ou pharmaceutiques incomplètes ne doivent être acceptées que dans le cas de médicaments destinés à être utilisés dans des situations d'urgence en réponse à des menaces pour la santé publique. » Donc, on ne doit avoir que des données. Et donc, l'article 5 continue. Afin de faciliter l'accès aux médicaments pour les patients dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, tout en évitant d'autoriser des médicaments ayant un rapport risque-bénéfice défavorable, il convient de soumettre ces autorisations de mise sur le marché à des obligations spécifiques. Le titulaire, donc les entreprises pharmaceutiques, doit être tenu de terminer ou d'entamer certaines études visant à confirmer que le rapport bénéfice-risque est positif et à répondre à toute interrogation concernant la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament.
Et ça me fait revenir sur ce que on a évoqué au début, c'est-à-dire sur le fait que on voit que les effets secondaires ne sont pas remontés. Déjà, d'une manière générale, les effets secondaires sont rarement largement remontés. C'est toujours très peu documenté. Mais là, on atteint des sommets. Et là, on se rend compte que on a inversé en fait la charge de la preuve. Parce qu'en réalité, on est dans un cas d'AMM conditionnel avec des produits dont on ne connaît pas encore le résultat finalement. On ne sait pas encore s'ils sont toxiques, s'ils sont efficaces, parce que ce n'est pas seulement les effets secondaires qu'on étudie dans l'étude clinique, c'est aussi l'efficacité. Absolument. L'efficacité, pour l'efficacité, c'est 0. Bon. Donc c'est déjà sur ce point-là, rien que ça aurait déjà dû clore la conversation. Oui. Puisque vous ne prenez pas un produit parce qu'il n'est pas toxique, vous le prenez d'abord parce qu'il est efficace contre une maladie que vous avez ou que vous risquez d'avoir. Oui. Donc, vous ne prenez pas un médicament simplement parce qu'on vous aura dit « Ouais, mais tu peux le prendre, c'est pas efficace, mais c'est pas toxique. » Non, ça marche pas comme ça quand même. Oui, ça marche pas comme ça, on est d'accord. Oui. Donc, on a tendance à l'oublier parce qu'on parle beaucoup des effets secondaires et on oublie de parler de l'efficacité. C'est-à-dire ce qui, au départ, est recherché. Absolument. Ce pourquoi il y a une AMM conditionnelle. Je veux dire, tout ça tombe. Tout ça tombe. Donc, ça veut dire que lorsqu'on voit cet article 5, ça veut dire que tous ces organes, tous ces organismes, tous ces labos pharmaceutiques, normalement, ne devraient pas attendre qu'on démontre que leur produit est nocif, mais devaient d'office considérer que c'est le produit qui est à l'origine de la maladie ou de la mort, jusqu'à ce qu'ils arrivent à démontrer le contraire. Voilà. Normalement, c'est dans ce sens-là, il me semble. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Parce qu'on est quand même sur un produit expérimental, à plus d'un titre. Et que les remontées des effets et des problèmes n'étant pas faites correctement par les sociétés, on ne sait pas du tout s'il est toxique ou pas. Et quel est son niveau de toxicité. Oui, alors, ils nous racontent qu'ils en ont donné à des milliards de personnes, mais en fait, non, déjà, les chiffres ne sont pas tout à fait les bons. Des milliards, ce n'est pas vrai, parce que la majorité de la population mondiale n'est pas vaccinée. L'Inde n'est pas vaccinée, bon, parler de la Chine, ce n'est pas les mêmes médicaments. La Russie, ce n'est pas les mêmes médicaments. L'Afrique est très peu vaccinée également. L'Afrique, très peu. Et l'Inde, pas du tout, quasiment pas. Ils sont tous passés avec des médicaments style ivermectine ou des médicaments locaux et naturels. Et donc, en fait, et d'ailleurs, la soi-disant épidémie est carrément arrêtée chez eux. Ils n'en parlent plus. Oui. Donc là, en fait, prendre un médicament en disant il fait rien mais il n'est pas toxique, c'est d'ailleurs ce qu'ils essayent de nous expliquer maintenant. Oui. On peut le prendre, de toute manière, on va éviter les formes graves, au pire des cas, on le prend et puis comme ça fait rien. Mais non, on n'a aucune idée de la toxicité de ce produit, c'est ça le problème. Alors, c'est que l'étude n'étant pas terminée, et les remontées pas faites, voilà. Donc c'est extraordinaire. Alors, est-ce qu'on ne pouvait pas envisager, je crois que c'est prévu dans la procédure, un arrêt même temporaire anticipé, parce qu'au regard des résultats qu'on voit actuellement, normalement, ils auraient dû tout arrêter. Au regard des résultats, ils auraient même dû interdire le produit. Oui. Mais là, en fait, stratégiquement, ils l'ont arrêté puisqu'ils ont arrêté le pass vaccinal. Non, mais il faut qu'on se replace dans le contexte européen. Oui. Oui. Il faut qu'on se replace dans le contexte européen. La situation est contrastée selon les pays. La France a suspendu et non pas arrêté. Elle a suspendu le pass vaccinal le temps des élections, histoire de ne pas mettre trop de pression sur ceux qui... Voilà, on sait pourquoi. Ouais. Et puis, en Italie, il y a le Green Pass et le Super Green Pass et l'obligation pour les plus de 50 ans. Oui. Donc, la situation est contrastée. En Espagne, ils ont plutôt levé le pied. Donc, voilà, c'est vraiment très contrasté. Ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, en Pologne, ils veulent plus de vaccins. Voilà. Donc, ça c'est très intéressant parce que, pour l'instant, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas d'autres produits. Ce qui serait intéressant, on ne sait pas à quoi c'est dû en fait. On ne sait pas si c'est dû au fait qu'ils aient trop de stock, parce qu'ils ont dit qu'ils ont encore 25 millions de produits qui ne sont pas écoulés. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Alors qu'on leur en a commandé 60 millions. Ils sont comme nous, ils sont que vaccinés qu'à 50%.
C'est ça. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale chez eux. Ou alors qu'elle ne fonctionne pas aussi bien qu'ils le souhaitaient. Oui, ou que l'obligation ne fonctionne pas. En tout cas, ils ne veulent pas d'autres produits puisque l'UE leur en a commandé normalement 60 millions supplémentaires, alors qu'ils en ont 25 millions non écoulés. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, on ne sait pas pour quelle raison. Parce que si c'est parce que il y a des retours, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut se replacer dans le contexte international. La France n'est qu'un élément de l'ensemble. On ne peut pas se baser sur ce qui se passe en France. C'est vraiment un élément de l'ensemble. Ce qui est dit par les médias en France, parce qu'ils ils éliminent beaucoup d'informations. Ah ben oui, par définition, c'est leur rôle. Hein. C'est pas d'informer, c'est de formater. Donc, on a quand même en ce moment une enquête qui est en cours aux États-Unis sur Pfizer. Et c'est un gros dossier parce que la FDA, qui est donc l'organe qui donne les autorisations de mise sur le marché de médicaments, a validé de manière définitive le produit Pfizer. C'est-à-dire qu'il n'est plus en phase d'essai pour les États-Unis. Pour les États-Unis. Alors qu'il est encore sous le coup des études cliniques ailleurs. Il n'est plus pour les États-Unis, il est adopté définitivement. Il a été adopté en 15 jours. C'est très étrange d'ailleurs que le même produit soit validé d'un côté et pas de l'autre. Donc, on a ça, sauf s'il nous balance après que c'est validé aussi en Europe. Mais l'Europe doit valider de son côté. Hein. C'est pas parce que les États-Unis l'ont validé que l'Europe le valide. Oui, d'ailleurs, il y a une agence européenne du médicament qui, elle, est là pour ça. Voilà, l'agence européenne du médicament doit le valider de manière définitive. Sauf que la démocratie américaine, avec tous ses défauts, semble fonctionner mieux que celle de la France, puisqu'on a réussi à obtenir donc, des groupes, puisqu'il y a cette loi sur l'information qui peut être utilisée par les Américains. Et donc, des groupes ont demandé à un juge fédéral, c'est très important, de faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles ce vaccin a été autorisé par la FDA. Et donc, il y a toute une série de documents qui ont été déclassifiés finalement. Voilà. Et donc, le juge a demandé à la FDA, condamné la FDA, à fournir les documents sur lesquels elle s'est basée pour donner l'autorisation. La FDA a d'abord dit, nous avons peu de ressources, donc nous pourrons fournir 500 pages par mois, ce qui revient à arriver à la totalité de l'information dans 75. Très bien. Le juge fédéral ne s'est pas démonté et leur a dit, c'est hors de question, vous me sortez 25 000 pages par mois. 20 ou 25 000 pages par mois. Donc, ils doivent se débrouiller. Donc, aujourd'hui, donc ça doit faire déjà 1 mois ou 2. 2 mois, ça doit faire 2 mois. Ça fait 2 mois, il y a déjà 50 000 pages qui sont sorties. On a déjà 50 000 pages de sortie. Et là, on a des choses absolument détonnantes. Oui. Mais qui sont extrêmement graves. Hein, très, très graves sur la manière dont ce produit a été approuvé et sur les essais de phase clinique, des essais cliniques qui ont été réalisés, sur les résultats des essais cliniques. Et la manière dont ça a été réalisé également. La manière dont ça a été réalisé sur l'occultation des effets secondaires qui étaient connus dès le début. Donc là, il y a des choses extrêmement graves qui sont en train de sortir. Il se peut très bien que la Pologne veuille se mettre à l'abri d'éventuelles poursuites des gouvernements polonais, des éventuelles suites qui ne pourront être que judiciaires, d'une affaire pareille. Donc là, ce serait même plus des suites, mais des poursuites. Ce serait des suites et des poursuites. Et parce que ce qui est intéressant, justement, dans le cadre de cette autorisation européenne, c'est que comme cette autorisation est européenne, si un seul pays demande à suspendre le vaccin pour des raisons de sécurité, l'ensemble des pays européens sont obligés de le suspendre. Ce sera peut-être la Pologne. Ce serait intéressant que la Pologne le fasse. Oui. Qu'elle aille plus loin que simplement dire je ne veux plus de vaccin. Si elle décide de suspendre l'usage du vaccin pour avoir davantage de renseignements parce qu'elle considère qu'il y a des effets secondaires qui peuvent être nuisibles, tout le monde est sauvé. Hein, sauvé. Je veux dire, on a la possibilité d'avoir la vérité, d'avoir un arrêt qui permettra de faire la lumière en fait sur beaucoup de zones d'ombre de ce produit. Est-ce que ma voisine de gauche, est-ce que par hasard elle ne connaîtrait pas un Guadeloupéenne qui vit en Pologne qui pourrait nous raconter ça? Non, j'ai pas d'informations de ce. C'est dommage. Mais on va faire une petite enquête, peut-être de toute façon ni Guadeloupéen tout pas tout sur la terre. On va bien arriver à trouver un Guadeloupéen.
Les Polonais. Mais en fait, les Polonais avaient déjà un problème avec la Commission européenne, déjà au niveau... Il y avait déjà un article qui était passé, qui était considéré comme anticonstitutionnel. Ils avaient décidé de ne pas l'appliquer. Donc, ils étaient déjà plus ou moins en bis-bis avec la Commission européenne. Et là, ils en rajoutent une couche. D'ailleurs, ils ont dit que ça va partir en juridique, cette affaire de vaccin. Très bien. Très bien. Donc, ça pourrait juridique. Donc, ça pourrait effectivement déboucher sur une suspension. Voilà. Qui s'appliquerait à l'ensemble des 27. Oui, parce qu'ils veulent faire sauter l'obligation de récupérer les vaccins. En fait, ils sont 38 millions en Pologne. Donc, ça veut dire que 67 millions de doses, c'est pour faire la deuxième et la troisième et la quatrième. Et oui. Et ils en ont déjà 25 millions, donc ils ont de quoi faire les 2 premières doses. Donc, ils veulent absolument pas partir en abonnement. Alors, donc, ça sera une affaire à suivre. Oui, c'est une affaire à suivre. Alors, on va essayer de voir si on trouve quelqu'un. Mais il y a quand même une information qui est aussi intéressante, c'est qu'en Allemagne, le Parlement allemand a refusé l'obligation vaccinale. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que quand même, dans les pays d'Europe, on a une chance, et avec l'Allemagne, c'est quand même pas négligeable, on a une chance de voir aboutir des choses qui vont après revenir en France. Alors, il y a, justement, en parlant de l'Allemagne, c'est le deuxième refus, en fait, puisque les parlementaires avaient proposé une première fois pour tout le monde d'Ouvan-Condé voter comatrité. C'est pas passé. Ils ont dû dire, ouais, c'est peut-être un peu tôt, on va attendre un peu. Ils sont revenus à la charge en disant pour les plus de 50 ans. Et là, j'ai appris que les Allemands sont descendus tous les soirs dans les rues avec des casseroles en tapant sur les fers blancs et en disant on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Ouais, mais il n'y a pas ça jouer tambour, donc bon, voilà. Et ils ont vu qu'en Guadeloupe, on faisait ça et que ça avait l'air de marcher. Donc ils se sont dit, on aurait fait même vite là. Et donc, effectivement, le Parlement allemand a dit, finalement, les plus de 50 ans, non, on laisse tomber. Non, ça va pas passer. Donc, voilà, apparemment, il y a des gens qui vous disent, ouais, mais au cas marché, ça peut servir à rien. Ça sert un peu quand même. La preuve, c'est que ça sert quand même un peu. Ça dépend des pays. Et puis, ça dépend des pays aussi, parce qu'en Europe, la question démocratique est très contrastée. On n'a pas les mêmes types de démocratie en Europe. Et c'est vrai que les pays nordiques, les pays de l'Est, les pays plus à l'Est de la France, on va dire, comme l'Allemagne, notamment l'Autriche, etc., mais également, surtout les pays du Nord, ils ont des démocraties qui fonctionnent sur d'autres modèles. Donc, le peuple est quand même beaucoup plus de pouvoir qu'en France ou en Italie. Voilà. Et puis, alors, pour aller dans ton sens, dans les pays nordiques, là, j'ai fait avant-hier un beau cantage avec une personne que je connais et qui maintenant vit en Suède. Parce qu'en fait, je la connaissais vivant à Paris. Et puis, je l'appelle, ou je sais plus, elle m'a envoyé un mail, enfin bon, bref. Et puis, elle me dit, mais tu sais, je vis en Suède. Je dis, ouh là, bouge pas. Et donc, du coup, je lui dis, mais aïe, raconte-moi comment ça se passe en Suède. Et là, vous allez écouter l'interview, c'est sidérant, quoi. C'est carrément autre chose. C'est un autre monde. Ils sont dans un autre monde, dans une autre planète. Un virus, d'accord, mais ils sont ailleurs. Et c'est vrai que d'un peuple à l'autre, même dans le même espace Schengen ou plus ou moins européen, on a affaire à des choses complètement différentes. On a des choses très contrastées. Et les médias ont tendance à vouloir simplifier ou rendre simpliste la vision et l'interprétation qu'on peut en avoir en disant que c'est comme ça partout, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, comme ça partout. Et d'ailleurs, si on regarde les médias actuels, personne n'a parlé du Parlement allemand. Oui, absolument. Cette information-là, elle est passée sur les réseaux sociaux. Voilà. Elle n'est pas passée sur les informations. Maintenant, à l'heure des charges, il faut reconnaître que Poutine a tué le Covid. Oui. Et c'est marrant parce qu'on cherchait partout, mais qu'est-ce qui pourrait nous sortir de ce truc-là? Matin, midi et soir, Covid, mais qui monde qui peut... Poutine était là pour nous pas gérer sur le Covid. Il a tué le Covid. Alors, il y a un petit point que j'aimerais... Il y a quelque chose également qui m'interpelle dans cette affaire de vaccin... cet AMM conditionnel et ces vaccins qu'on met à bout de bras et qu'on envoie un peu partout, enfin on essaye d'envoyer un peu partout, c'est très intéressant parce qu'on essaye d'en envoyer désespérément en Afrique. Les Africains ne se vaccinent pas plus que ça. Mais ça atterrit dans les décharges, paraît-il. Ça a atterri dans les décharges. Et justement, j'avais vu une vidéo là-dessus ou un article sur le fait que, notamment au Nigeria, ils ont détruit des millions de doses
d'AstraZeneca, je crois, je ne sais plus ce qui leur avait été envoyé, mais enfin, de toute façon, ce sont des produits en général ou périmés ou tout près de ou en fin de vie. Donc, oui, ou ceux dont les Européens ne veulent pas. Voilà. Et l'AstraZeneca, de toute façon, les Européens n'en veulent pas, puisqu'il est, alors que c'était un produit aussi sûr que le Pfizer il y a quelques mois, maintenant, on déconseille de l'utiliser parce qu'il pourrait des thromboses. Ah bon, mais il y a un autre élément dont on n'a jamais parlé dans les médias et dont on ne parle pas même dans les groupes qui essayent de lutter contre ces questions d'obligation et qui sont concernés par les effets secondaires, c'est la question de l'application du règlement européen, encore une fois, de janvier 2020, beaucoup plus récent, du 15 juillet 2020, qui est relatif à la conduite d'essais cliniques avec des médicaments à usage humain contenant des organismes génétiquement modifiés. Et oui. Oui. Alors là, moi je trouve ça vraiment extraordinaire que personne ne se soit penché sur cette question-là qui est quand même extrêmement grave. On est sur des injections massives d'OGM. Alors c'est très drôle parce qu'on a des gens qui sont bio, qui font très attention à ce qu'ils mangent et qui vont se faire injecter des tonnes d'OGM dans le corps tous les 3 mois. Ouais. C'est comprenne qui pourra. Mais ce qui est intéressant dans ce règlement, c'est qu'il a fallu, pour pouvoir permettre l'autorisation de mise sur le marché conditionnel à l'ensemble de l'espace européen, il a fallu faire une dérogation à ce règlement européen du 15 juillet 2020, parce que normalement, dans la mesure où ce sont des produits qui contiennent des organismes génétiquement modifiés, il y a des règles extrêmement draconiennes pour leur circulation dans l'espace européen. Leur circulation, je dis bien leur circulation. On est en train de nous dire qu'on a un produit qui, s'il est disséminé dans la nature, peut causer des dégâts, mais s'il est disséminé dans le corps humain, non. Moi, je trouve ça quand même assez extraordinaire. Et que personne n'ait levé le point du fait que ce soit des OGM qui se baladent dans la nature et qui sont détruits on l'a vu, en Afrique notamment, mais pas que en Afrique, un peu partout, c'est détruit à ciel ouvert. Donc, c'est écrasé, c'est détruit à ciel ouvert, c'est peut-être brûlé, on ne sait pas. Et on ne sait absolument pas quelles conséquences ça peut avoir sur notre environnement. Tu voulais intervenir ? Non, continue. Oui. Voilà. Donc, cette dérogation dont on ne parle jamais, qu'on a été obligé de passer par une dérogation à ce règlement pour pouvoir faire parvenir les produits dans les différents pays de l'espace européen, ça devrait nous interpeller. Normalement. Et je suis étonnée que des gens comme les Verts ne se soient pas saisis de cette question. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la destruction des flacons de ce produit quand ils sont arrivés en fin de vie périmés, en Guadeloupe, on ne sait pas non plus comment est-ce qu'ils sont détruits et où est-ce qu'ils sont. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui est survenu, on ne sait pas ce qu'on en fait. Il y a une agence qui est censée récupérer les médicaments périmés, mais on ne sait pas si elle a l'habilitation pour gérer des OGM. Et oui. Voilà. Alors, je voulais revenir sur le texte parce que là, on va bientôt terminer notre capsule, pour pas que ce soit trop long non plus, parce que on donne beaucoup d'informations sur lesquelles les gens vont cabécher ou vont discuter entre eux. Le fameux règlement auquel faisait allusion Michel Rivasi datait d'avril 2014 et j'ai vu, sauf si j'ai mal compris, que son application ne devait prendre effet que le 31 janvier 2022. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'allais y venir, justement, j'avais le document sur les yeux. On ne peut pas faire un décret en 2014 et vous dire qu'il sera applicable qu'en 2022. Et comme par hasard, en janvier 2022. En janvier 2022, tout à fait. Ben, c'est ça, j'allais y venir parce qu'en fait, j'ai donné la question, mais je n'ai pas donné la réponse de la Commission européenne. Oui, alors. Et la réponse est très intéressante parce qu'elle est très sibylline. On voit bien qu'on fait très attention aux mots, pour ne pas clairement répondre à ce qui a été demandé, tout en répondant, puisque voilà. C'est la fameuse langue de bois. La fameuse langue de Exactement. bois, et là, elle est en débranlée, parce qu'ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient on a vraiment des contorsions sémantiques intéressantes. Donc, ils nous disent déjà que ce règlement de 2014 entrera en application le 31 janvier 2022. C'est déjà rien que ça, ça fait plaisir. Et on nous dit que les essais qui sont déclarés actuellement
ont été autorisés conformément au principe de l'actuelle directive 2001-20-CE, que j'ai eu énormément de mal à trouver. Mais cette directive 2001-CE, de toute façon, reprenait, en fait, la directive 2014 reprenait en gros ce qui était dit dans la 2001, sauf que on parle, il y a une question de sémantique entre études cliniques et essais cliniques. Mais fondamentalement, la question du consentement éclairé est présente dans les deux documents. Donc la réponse dit que tant les règles actuelles que futures concernant les essais cliniques en Europe font obligation aux entités qui parrainent les 10 essais de respecter les principes des bonnes pratiques cliniques. Oui. J'aime beaucoup. Bon. On n'a rien dit, mais on a enfoncé des portes ouvertes. Ces principes constituent un ensemble d'exigences de qualité dans les domaines éthiques et scientifiques reconnus au plan international, donc là on nous en dit qui doivent être respectés lors de la planification, la mise en œuvre, l'enregistrement et la notification des essais cliniques auxquels participent des êtres humains. Donc en fait, cette réponse, elle dit donc le respect de ces bonnes pratiques garantit la protection des droits, de la sécurité et du bien-être des participants à des essais cliniques, ainsi que la crédibilité des résultats des études cliniques. Et elle dit que ces principes doivent être respectés par tous les essais cliniques qui relèvent d'une autorisation de commercialisation d'un médicament dans l'UE, même si l'essai lui-même n'est pas mené dans l'UE. Donc là, on nous dit en substance que les essais cliniques doivent répondre à ces critères-là, en nous laissant entendre que ces essais cliniques ne concernent que les personnes qui vont dans des labos se faire injecter des trucs pour participer à une étude. Or, on est sur un produit qui est en phase d'essai clinique. Donc, mécaniquement, toute personne qui prend le produit est dans l'étude clinique. Oui. Ça ne peut pas être autrement, puisque le produit est en phase d'étude clinique. On ne peut pas avoir d'un côté des gens qui bénéficient d'une protection au titre de l'étude clinique, je ne sais pas, 500 ou 1000 personnes qui pourraient bénéficier d'une protection au titre de l'étude clinique de ce produit, et de l'autre, des millions de personnes qui prennent le même produit et qui ne bénéficient pas de la même protection. Et oui. Ça n'a aucun sens. Donc, là, la réponse a été faite, je ne pouvais pas faire autrement que répondre, donc la réponse a été faite de manière à ne pas dire franchement, ne pas répondre franchement à la question. Mais en fait, quand on lit la réponse, on a bien compris que on est en totale illégalité dans l'ensemble de l'Union européenne, en tout cas dans l'ensemble des pays qui pratiquent ces incitations impératives, à prendre, à se vacciner, à se faire injecter ce produit expérimental génique dont on ne sait pas grand-chose. On en sait beaucoup plus aujourd'hui, on ne sait pas encore grand-chose, et dont les effets secondaires qui commencent à être connus, qui commencent à être reconnus, sont absolument terrifiants. Oui. Donc, c'est vraiment terrifiant. Parce que vous avez des médecins qui vous parlent même de nouvelles maladies. Parole pour cabécher. Oui, on a parlé d'acouphènes, on a parlé de cécité, on a parlé de surdité. Et d'ailleurs, de Creutzfeldt-Jacob, de maladies qui étaient la maladie de la vache folle, qui était une maladie, on en avait 1 ou 2 par an. 1 tous les 5 ans. Non, 1 tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Et maintenant, on en a eu 15. 23. Ça a augmenté. 23 en moins d'un an. En moins d'un an. Donc, ça fait très, très, très peur. Sans compter les problèmes liés à la reproduction. Oui, puisqu'il y a eu... Des stérilisations d'enfants de 13 ans. Ouais, des ménopausés à 13 ans. Des hystérectomies, des femmes ménopausées qui se retrouvent avec des saignements vaginaux, des choses épouvantables. Et des jeunes femmes. Et les fausses couches. Et les fausses couches. D'ailleurs, je crois que... 966% d'augmentation de fausses couches. Et je crois qu'ils ont dit... Dans l'armée américaine. Ils ont dit dernièrement que Ronaldo, vous savez, le footballeur, sa femme était enceinte, je ne sais pas ce qu'elle a fait. En tout cas, ça n'a pas été, je n'ai pas eu cette information-là, mais elle a perdu son bébé à l'accouchement. Ah oui, j'ai vu qu'il avait remercié les fans parce qu'il avait soutenu. Mais j'ai pas lu l'article en fait encore en détail. J'ai pas eu l'information ce matin. Mais sinon, alors j'ai une nouvelle pour finir notre premier entretien qui va vous ravir, hein, je le sais déjà. Vous connaissez l'organisme qui s'appelle Covirevac, qui est un organisme français qui est chargé de faire tout ce qui est essais cliniques en tout genre, les crèmes, tous les produits médicamenteux en tout genre.
Et donc, cet organisme français, si vous allez sur le site covirevac.fr, actuellement, là, présentement, là, pendant que je vous parle, ils font un appel à volontaires pour tester les vaccins anti-Covid. Ah bon? Ne riez pas. Oh putain, il n'y a pas de chose de parler. Avec prise en charge et tout, paiement de machin, bien propre comme il faut. C'est une blague. covirevac.fr. En page de garde, la première page écrit en gros, nous faisons un appel à volontaires pour tester les vaccins. Non, mais c'est une page qui n'a pas été rafraîchie depuis 2019, c'est ça? Depuis 2020. Elle n'a pas été. Ils ont oublié de la mettre à jour. Ouais, et en bas, il y a un petit. Comment ça s'appelle un petit. Pas un pavé, comment on appelle? Un petit bouton sur lequel il y a marqué cliquez ici si vous voulez y participer. D'accord. Ah oui. C'est extraordinaire. Alors. En tout cas, ça me fait penser, donc on finit sur. Ah ben oui, effectivement. Ouais. Il y a un jour, hein. Pour finir sur une note humoristique, ça me rappelle une petite blague que j'ai vue passer sur les réseaux, je pense que vous l'avez vu aussi, où il y a deux souris qui discutent, il y en a une qui dit alors tu vas le prendre le vaccin et l'autre qui dit tu rigoles, les essais n'ont pas été terminés sur les autres, sur les humains. Exactement. Alors moi j'ai eu un nouveau document, moi j'aime bien parce qu'en fait on faisait notre petit causé comme ça entre nous et finalement c'est pas mal qu'on puisse en faire profiter nos internautes qui vont peut-être réagir à ça. J'ai eu connaissance d'un autre document. Alors, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure concernant la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés, les fameux OGM. Et puis, j'en ai trouvé un autre, en cliquant comme ça, qui est un avis sur la constitution de collections de cellules embryonnaires humaines et de leur utilisation à des fins thérapeutiques ou scientifiques. Donc je pense que par rapport à AstraZeneca qui lui utilise des cellules de fœtus humains avortés, que ça devrait faire bondir normalement les plus puristes et les plus religieux d'entre nous, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on puisse débattre un petit peu sur ce texte. Je vais vous l'envoyer. Oui, tout à fait. Alors, excuse-moi, mais oui. Comme tu nous en parlais de Covirevac, j'ai ouvert la page. Oui. Et ça répond en fait à ce que, donc ça, à mon avis, c'est éminemment stratégique. C'est vraiment, on nous prend pour ce que nous ne sommes pas. Voilà. Là, ça répond directement à ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le fait qu'une partie des personnes qui vont prendre ce produit vont être suivies, encadrées, etc. dans le cadre d'essais cliniques, et le reste va prendre le même produit et ne sera pas encadré. Qu'est-ce qu'ils nous mettent quand on ouvre le site? Attention, Covirevac est destiné à la recherche clinique vaccinale Covid-19. Pour toute question concernant la campagne de vaccination qui a démarré, merci de vous rapprocher de votre médecin traitant. Voilà. Donc en fait, comme ils savent qu'il y a eu cette réponse quand même, ils ne sont pas idiots, ils savent qu'il y a eu cette réponse de la Commission européenne, ils vont pouvoir nous dire mais non, on a une étude clinique en cours et parallèlement on a une campagne de vaccination. Il faudra quand même répondre aux incohérences. Oui, sur la campagne de vaccination, non, ça, on ne peut pas faire. Elle a démarré avant l'étude clinique. Et oui. Donc on est vraiment dans. C'est rassurant parce que ça veut dire qu'ils ne se sentent pas si tranquilles que ça dans toutes ces violations de lois, de textes, de libertés fondamentales, etc., d'éthique, en fait, tout ce qu'on veut. Mais c'est quand même assez drôle. En fait, à la limite, je dirais presque que c'est drôle. Oui, absolument. Oui, voilà. Une petite blague pour terminer, ma voisine du dessus. Non, je suis absolument effarée de lire le site, de voir sur le site. Ah, donc ouais. Bon, voilà. Non, mais nous sommes des personnes sourcées. Là, nous disons bitin, nous derrière ça nous dit. Et nous ne faisons pas partie des complotistes parce qu'il paraît que si on lève le doigt et qu'on dit, Madame, j'ai une question, on te dit, tais-toi, tu es complotiste. Non, mais la phrase qui me plaît, voilà. C'est pourquoi être volontaire? Être volontaire, c'est participer activement à la lutte contre les maladies infectieuses en faisant progresser les connaissances sur les vaccins. Vous devenez acteur de la recherche et participez ainsi à la protection de chacun, et notamment des populations les plus fragiles. Ouais, parce que les plus fragiles ne peuvent pas se protéger. C'est-à-dire que je dois mettre un manteau quand il pleut pour que les autres ne soient pas mouillés. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est ce qu'ils nous ont expliqué depuis le début de la vaccination. Ouais, on a bien compris.
Voilà. Oui, les enfants sont pas à risque de faire une maladie grave, mais ils doivent quand même se vacciner pour protéger qui? On ne sait pas. C'est le monde à l'envers. Maintenant, les enfants protègent les adultes. Oui, il faut qu'ils mettent un kawé parce que quand il pleut, ça protège, ça évite que grand-mère soit mouillée. Pour protéger mamie, il faut que l'enfant mette un kawé quand il pleut. Mais mamie ne prend ni parapluie ni kawé. Hein? Non. C'est pas nécessaire. Non, si, mamie, elle a 4 parapluies. Elle a les 14, elle, mamie. Ah ben oui, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il faut que mes petits-enfants... Bonne question. Pourquoi est-ce que les enfants doivent protéger les parents qui sont déjà protégés par le vaccin? Bonne question. D'accord. Bon. Ça fera l'objet d'une autre capsule. Voilà. Alors donc on parlera un petit peu de ces OGM et de ces cellules embryonnaires humaines à usage scientifique ou thérapeutique. Hein. On va regarder un petit peu ces documents et puis débattre entre nous, voir comment on comprend ça. Et puis, voilà, je vous remercie beaucoup. On a bien débattu encore cette fois-ci. Oui. Et puis, à très bientôt. C'était très agréable. On a bien rigolé aussi. Oui. Il faut bien en rire, même si c'est un peu tragique dans certains cas. Oui. Donc, pour la fin, il faut garder une petite blague quand même. Par exemple, les souris ne se posent jamais la question de savoir pourquoi le fromage qui est dans la cage est gratuit. Voilà. Vous voyez, on finit par rire. Donc, bon, il vaut mieux. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, on travaille, on continue à cabécher sur les documents et à garder notre esprit en éveil et éclairé. Oui, et puis pour finir avec la dernière blague, c'est que le cochon complotiste, c'est celui qui dit aux autres cochons qu'on est en train de les engraisser pour les bouffer à Noël. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Merci les dames, à bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Bye. Vous voulez vous compter dans ces paroles-là? Ça c'est. Laissez un message dans les commentaires. Voyez un message privé pour moi. Ou mais voyez un mail joukaouvert@gmail.com. En certain nous que trouvons gens pour nous arriver à enregistrer nous. Nous prenons alors à pita. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert écouter, jouka ouvert garder, jouka ouvert yeux, jour ouvert. Jouka ouvert.